Un tournant historique est à l'œuvre. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant là. Déclic. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain? Arnaud Roysson. Quels sont les tournants que nous devons absolument prendre? Et qu'est-ce qui ne peut plus continuer comme aujourd'hui? Voilà les deux questions que nous avons posées à une cinquantaine de jeunes issus de 3 écoles de Bruxelles et de Wallonie. Des écoles bien différentes dans des quartiers très différents. Ce qui n'a pas empêché ces jeunes de 17, 18 et 19 ans d'échanger et d'élaborer ensemble des idées dans un grand processus d'intelligence collective. Alors c'est ce qu'on vous propose de vivre en immersion dans ce nouveau numéro du Tournant. Notre reportage commence à l'école. Je vous explique en 2 mots le concept. Avec Virginie Maupin et Cady Cronen du Théâtre de la Montagne Magique à Bruxelles, on avait envie d'aller chercher la parole des jeunes sur des grandes questions qui concernent leur avenir. Mais pas juste en leur tendant un micro à la sortie d'une école. Non, l'idée c'est de les embarquer dans une journée de débat, d'expression artistique et d'intelligence collective pour qu'en plus de prendre la parole, ils fassent aussi l'expérience de l'altérité, qu'ils essayent malgré leurs différences d'élaborer ensemble des propositions pour leur futur commun. Un processus en 2 temps. D'abord, on est allé voir les élèves dans leurs classes respectives pour les sonder avant de les rassembler tous dans un même lieu. Alors je vous propose de revivre avec nous tout ce processus depuis le début qui a consisté d'abord à pousser la porte d'écoles très différentes que l'on avait justement choisies pour leurs différences. Et notre première étape nous emmène à l'école de Crolly à Uccle, une école à pédagogie active, où l'on commence par pousser les bancs pour établir un cercle. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans votre classe. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée, donc je ne vais pas parler trop fort. Mais ça me fait une voix un petit peu de cinéma comme ça, donc c'est pas mal. Alors, moi, je m'appelle Virginie Maupin, je travaille au théâtre La Montagne Magique, qui est un théâtre jeune public à Bruxelles. Voilà, et moi je m'appelle Arnaud Roysson, je suis journaliste à la RTBF, à la radio spécifiquement. D'ailleurs, vous aurez remarqué peut-être que j'ai un micro entre les mains. Comme ça, on va pouvoir faire vivre ça et partager ce que vous allez pouvoir nous dire avec nos auditeurs et nos auditrices. Pour commencer, on avait d'abord envie de savoir comment les élèves se projetaient dans leur avenir, en leur demandant tout simplement de nous dire quel mot ils associent à ce mot « avenir ». Donc l'idée, c'est vraiment de voir ce qui vous vient en premier comme image, quand on vous dit avenir, comme ça. Ça peut être sur votre avenir à vous, personnellement, individuellement, mais également sur l'avenir de la société, puisque vous faites partie de l'avenir de la société. Et donc, comment est-ce que vous vous y projetez dans cet avenir? Et quelles sont les émotions, sensations que vous associez à ce mot-là? Changement, peur, inconnu, incertain. Les premiers mots soulignent le flou, les craintes liées à cet avenir, puis viennent des préoccupations plus concrètes. Travail. études, débouché, famille. Et il faudra attendre un 2e tour pour voir sortir des mots plus optimistes sur cet avenir. Rêve, enthousiasme, la liberté, ambition. Ces mots sont une sorte d'entrée en matière, une prise de température, mais l'idée ensuite, c'est de poser aux élèves la question des tournants à prendre. Que faut-il, selon eux, absolument changer pour demain pour éviter d'aller dans le mur? Alors, on commence par ça. Il y avait déjà une main qui s'était levée là. Qu'est-ce qui, selon toi, devrait absolument changer demain ? Ce qui devrait changer demain, c'est
L'arrêt de la modernité, comme le disait le philosophe Bruno Latour. Moi, je dis ça parce qu'on a fait un travail sur lui, mais c'est vrai ce qu'il dit, et qu'il faudrait se concentrer sur l'écologisation et plus toujours aller plus loin dans ce qu'on peut faire. Voilà. Et c'est quoi l'écologisation ? On pourrait essayer de réfléchir aux énergies qu'on peut adopter pour le futur. On peut aussi, par exemple, parler de la surconsommation, essayer peut-être de plus autant consommer ou consommer mieux. Voilà. Okay. Qui veut poursuivre sur cet enjeu-là ? Qui estime que là, il y a vraiment un tournant majeur à prendre à ce niveau-là ? Par rapport à ce que Baptiste a dit, je suis assez d'accord sur réduire la consommation, tout ça, mais je pense que il a dit que c'était une réflexion individuelle, mais c'est un peu un discours qu'on tient depuis longtemps, que chacun doit faire un effort, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Je pense qu'il faut plus que ce soit une décision plus commune ou qui vienne d'une autorité, un truc dans le genre, mais... Il faut que ce soit politique, en fait. Ouais, politique au sens pur du terme. C'est ça que tu veux dire, c'est que ça ne doit pas être juste chacun dans son coin, mais il faut qu'à un moment donné, sociétalement, on en débatte et qu'on décide ensemble. Depuis des années, mais moi, j'entends ça depuis que je suis petite, qu'on me dit faut arrêter de consommer tel truc, parce que même si toi, individuellement, t'en consommes pas beaucoup, si tout le monde arrête, ça fonctionnera. C'est quelque chose qui a pas vraiment l'air de fonctionner. D'accord. Qui d'autre va encore compléter sur ces questions-là ? C'est bien de sensibiliser à éteindre les lumières et à trier ses déchets, mais c'est pas ça qui va faire la différence, même si on s'y met tous. Il faut vraiment que ce soit des mesures prises par les grands acteurs, donc les lobbies, les multinationales et tout ça. Et si on fait ça, peut-être qu'on pourrait essayer de changer les choses. Mais sinon, honnêtement, moi, je pense que si on continue sur cette lancée, d'ici 100 ans, on sera sur une planète qui sera plus habitable. Du coup, il faut bouger les choses maintenant. On sent que le sujet a déjà été largement et souvent débattu en classe. Nourri aussi par les travaux du philosophe Bruno Latour, philosophe et sociologue des sciences, considéré comme l'un des penseurs majeurs de la crise écologique et dont les mots ont visiblement fait mouche chez ses élèves, qui pensent aussi pour certains que la crise écologique se double d'une crise démocratique. Pour moi, de tout ce qu'on vient de parler, de tous les changements amenés, sont amenés avec un changement de nos systèmes politiques actuels, qui sont, on sait que les démocraties sont en déclin, que le taux d'abstention augmente énormément, parce que les citoyens se sentent plus représentés, et qu'on sent que les enjeux actuels dont on vient de parler, qui sont les plus importants, ne sont pas mis en avant, sont même totalement oubliés et mis dans le déni, alors que c'est actuellement ce qu'on a besoin. On a besoin de sincérité et d'un vrai changement, alors que là, il y a une montée d'extrêmes, etc. Et donc, pour moi, il faudra juste changer d'abord les systèmes politiques, pour amener, comme Marceline a dit, des changements individuels obligatoires et moins personnels, quoi. Durant 45 minutes, les échanges porteront quasiment exclusivement sur ce thème. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne voient pas d'autres problèmes dans nos sociétés, sur les inégalités, les discriminations, mais pour celles et ceux qui étaient dans la classe ce matin-là, la question écologique domine toutes les autres, et en la traitant, on s'attaque aussi aux inégalités. Concernant l'égalité, en fait, du coup, si on réduit, si on écologise, on va prendre comme exemple l'eau. Donc nous, on est en train de polluer l'eau, etc. Et du coup, les gens qui ont peu d'accès à l'eau potable, ils en auront encore moins. Et donc, si on réduit la pollution envers l'eau, les gens qui ont peu accès à l'eau potable auront plus accès à l'eau potable. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ça met tout le monde dans le même panier parce que on joue tous un rôle par rapport à l'accès à l'égalité dans tous les sens du terme pour tout le monde. Je sais pas si c'était français, mais voilà, du coup, voilà. C'est très bien. Pour moi, c'était très clair. Donc, il y avait cette question de comment on affronte cette crise écologique, et on a bien compris que dans votre tête... Le débat est riche et animé, et nous décidons avec Virginie Maupin de le ponctuer par un vote sur une question. Pensent-ils, ces jeunes, que l'on peut encore prendre à temps les tournants pour demain ? C'est un vote avec les pieds, puisque pour donner son avis, il faut se déplacer dans la classe. Alors, on va imaginer que cette partie-là de l'espace, c'est le oui, que c'est encore possible. Et cette partie-ci, c'est le non. Et je vous invite à vous lever et à réfléchir en bougeant et à vous positionner. Au final, une majorité de oui
oui, le changement est encore possible, mais le résultat est quand même partagé. Plus d'un tiers des élèves pensent qu'il ne sera pas possible d'encore négocier le tournant à temps. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup. Bonjour, vous allez bien? Tout est prêt et tout, magnifique. Bonjour, bonjour Virginie. Enchantée. Enchantée, c'est ça, en vrai. Quelques jours plus tard, c'est à Charleroi que nous avons rendez-vous dans une autre école, à l'Institut Saint-Joseph, école libre catholique, enseignement général. Et avec Virginie, nous y proposons aux élèves de commencer par le même exercice d'association d'idées. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis ça, le mot avenir? Et je vais noter tout ça au tableau. Études, projet, changement, responsabilité, réussite, peur de l'échec. C'est intéressant cette première salve de mots parce qu'elle dit déjà quelque chose de ce que les jeunes de cette classe de 5e secondaire ressentent comme pression sur leurs épaules. Et vous allez voir, ça va revenir un peu plus tard dans la discussion. Mais dans les mots ce matin-là, on trouve aussi tout ce que l'incertitude charrie comme crainte. Instabilité. doute, Peur. Difficulté. Enfin, beaucoup de difficultés. crainte, Guerre. Comme à Uccle, on installe ensuite la discussion avec la volonté de comprendre quels sont pour ces jeunes les tournants indispensables à prendre pour demain. Et rapidement, un enjeu se dégage. Déjà l'éducation. L'éducation à l'école, le système de l'école, avec les professeurs. Je sais que c'est important pour avoir un futur, des futurs médecins, etc. Mais l'école, c'est l'endroit où on doit vraiment pousser les élèves à plus réfléchir par eux-mêmes plus que ce qu'on fait maintenant, quoi. T'as l'impression qu'elle les fait rentrer un peu dans un moule, alors que l'idée, ce serait de qu'ils puissent plus se développer leur projet, leur vraie personnalité. Je résume bien si je dis ça. Mais moi, je trouve qu'on devrait plus cibler la personnalité de la personne, comment, on va dire, tailler. On est tous un diamant, mais brut, et on doit arriver à tailler le diamant pour au final essayer de créer une pierre précieuse pour briller dans la société, quoi. Ok, je crois que là j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui trouvent que ça c'est un enjeu important, qu'il faudrait revoir la façon dont on est éduqué, l'école, etc. Pour compléter là-dessus, est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose? Pour revenir à ce qu'il disait, moi je suis d'accord parce que, en gros, l'école aujourd'hui, on nous formate en fait. On prend pas en compte la personnalité, le caractère de chacun, comment il pourrait réagir et sa vraie manière de penser. On lui impose une méthode de résolution. Et de là, lui, s'il le respecte, il réussit. S'il le respecte pas, il veut faire à sa manière. Et même s'il a les bons résultats, on va quand même le descendre, entre guillemets, par un système de cotation, bien comme on le juge à l'école. Mm-hmm. On est formaté, on est dans un moule qui veut encore approfondir là-dessus ou compléter. Dans la société, c'est pareil. Dans la société, on est préparé à l'école pour ensuite faire pareil plus tard, en étant adulte, du coup donner un rôle à la société, mais seulement on réfléchit pas par nous-mêmes. Beaucoup, dans la classe, acquiescent à ces propos et veulent compléter le tableau. Le formatage, il n'est pas le seul fait de l'école. La pression qu'on met aux gens dans la société. Par exemple, au bout d'un moment, à un certain âge, il faut que tu sois marié, il faut que tu aies des enfants. Ou quand tu finis à l'école, il faut que tu réussisses directement, tu n'as pas droit à l'échec et tout. Et il faudrait arrêter de mettre cette pression-là aux gens. Parce que après, tu peux faire des erreurs et des bêtises et tu te sens pas compris. Revoir l'école, permettre à chacun de développer sa personnalité, de poser ses choix, voilà le principal sujet qui se dégage pour ces élèves Carolo, mais ce n'est pas le seul. Les élèves ce matin-là disent aussi leurs préoccupations par rapport aux réseaux sociaux et à la difficulté de s'en détacher, par rapport aux discriminations aussi, mais le climat, par contre, n'apparaît pas du tout dans les échanges.
Alors comme je m'en étonne un peu, surtout après le passage dans l'école précédente, je leur demande si ça signifie qu'ils n'estiment pas que c'est important ou si c'est un oubli. Moi, je dis que c'est déjà un problème qui est connu et on a plutôt essayé de parler de choses dont on ne parle pas souvent. Ce qui me paraît être une bonne stratégie, effectivement. Quelqu'un d'autre encore ? Hop. En fait, c'est les gens qui doivent changer, c'est pas la société qui doit faire ça. C'est genre, tu jettes pas tes déchets et c'est tout. C'est quoi le rapport ? Donc quelque part, on ne doit pas changer. C'est les gens individuellement qui doivent changer et pas la société ? Et aussi le plastique et tout, il faudrait supprimer tout ça. Et voilà, c'est tout. C'est simple en fait. Moi aussi, je trouve que Wassim il a raison de dire que tout le monde doit s'améliorer. Mais par exemple, les grands producteurs de déchets, eux aussi, ils devraient faire plus de choses. Parce que c'est bien si nous, on fait quelque chose. Mais si les plus grands producteurs de déchets, ils font rien, ça va pas avancer. Une responsabilité vue comme individuelle surtout et une focalisation sur la pollution et le tri des déchets. Voilà qui contraste avec la vision des élèves uclois et qui donne envie de les faire débattre sur le sujet. C'est ce qu'on fera évidemment quelques jours plus tard lors de la journée au théâtre où ils seront tous rassemblés. Autre contraste encore, l'optimisme. Est-ce que selon vous, le changement est encore possible et on va pouvoir changer les choses pour créer une société meilleure ? Ou est-ce qu'à votre avis, non, en fait, c'est trop tard, on n'y arrivera pas et on fonce droit dans le mur ? Si à l'école de Crolly, le vote était assez partagé, ici, à une exception près, tous les élèves Carolo jugent que le changement est possible. Il n'y a personne. Tout le monde Dernière étape, avant de rassembler tous les élèves, l'Institut Marius Renard à Anderlecht. Une école communale où nous avons rendez-vous avec une classe de 6e professionnelle, option auxiliaire administratif. Bonjour tout le monde. C'est bien, on a déjà un cercle. Ouais. Une douzaine d'élèves sont rassemblés et désormais vous connaissez le principe, on a commencé par leur demander quels mots ils associaient au mot avenir. Voilà. Donc essayez vraiment de condenser vos idées en un mot. On essaye de noter juste un mot et puis on va voir apparaître, là sur le tableau, je vais tout noter, un petit nuage de mots avec tous vos mots. Ok, ça va ? Chamboulement. Projet. Réussite. Stressant. Responsabilité. L'inconnu. Peur. L'angoisse. Un fil conducteur entre les trois écoles. L'incertitude et la peur sont revenus à chaque fois, assez spontanément, tout comme le ressenti d'une certaine pression par rapport à ce que la société attend de ces jeunes. À ce sujet, à Anderlecht a aussi surgi le mot « courage ». Et quand j'ai demandé pourquoi le mot « courage », parce que j'ai pensé aux futurs patrons ou employeurs avec qui on travaillera, et peut-être que parfois il faudra mordre sur sa chic pour pouvoir continuer à travailler dans cette société, par exemple, et voilà, tout simplement. Ok. Tu penses que pour toi, comme travailleur notamment, il va te falloir du courage, parce que dans la société actuelle, c'est pas évident, quoi, c'est ça ? Exactement, il faut parfois savoir se contrôler, même si c'est injuste. Savoir se contrôler pour s'insérer dans une société qui ne ressemble pas forcément à celle qu'on voudrait voir advenir. Voilà qui fait écho aux préoccupations entendues à Charleroi. Mais au moment de la discussion, c'est une autre préoccupation qui s'impose rapidement dans les échanges, celle du revenu disponible. Et le mot taxe en particulier fait beaucoup réagir. On voit bien certains parents qui souffrent de ça. Qui souffrent de quoi ? Des taxes qui sont beaucoup taxées. Or qu'ils ont une famille nombreuse et tout. Tous les produits sont augmentés et du coup, voilà, c'est difficile. C'est l'inflation. Mais donc c'est quoi ? C'est la vie qui est trop chère ? C'est difficile de pouvoir vivre avec les moyens que vous avez, que vos parents, c'est ça le problème ? Nous, en tant que jeunes,
à chaque fois qu'on se rapproche petit à petit de la vie d'adulte, eh bien, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a une nouvelle taxe. Pas une nouvelle taxe, mais qui existe déjà, mais juste que, par exemple, taxe de roulage, peu importe, à chaque fois, on en apprend une nouvelle. Du coup, ça déprime un peu pour l'avenir. Et ça sert à rien, les taxes? Bien sûr, ça sert. Parce qu'elles doivent être réinvesties sur quelque chose. Et ça sert à quoi, du coup, les taxes? C'est utile. Ah ouais, c'est utile. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas travailler, parce qu'on veut les donner. Mais c'est aussi pour les hôpitaux, voilà, la mutuelle et tout. Et c'est quoi le problème, alors, pour vous, les taxes? Parce que, quelque part, vous dites c'est utile. Et en même temps, vous dites ça va pas, il y en a trop. Donc, c'est quoi, alors, le problème? Il y a un pour et un contre. Avec l'augmentation de l'inflation sur les produits, eh ben, malgré que c'est vrai que les salaires aussi ont augmenté par rapport à ça, c'est proportionnel, mais on n'arrive quand même pas à joindre les bouts, parce que c'est toujours compliqué les fins de mois, et du coup, voilà. Donc, C'est vraiment les taxes le problème, ou c'est le revenu qu'on a en main, en fait, finalement, à la fin du mois, quand on a été payé, quand on a payé ces taxes? Le revenu, on n'a pas assez, quoi. Après qu'on a payé tous les taxes, on n'a pas assez de nos poches, quoi. Intéressant de voir que le sujet qui s'impose ici est très différent de celui qu'on entendait à l'école de Crowley. Si là, on avait des jeunes qui évoquaient l'enjeu de sortir d'une société de consommation, d'avoir une régulation forte, ici, ce qui inquiète, c'est le fait de ne pas avoir les moyens de boucler les fins de mois une fois que l'on a payé ces taxes à l'État. Ce qui ne veut pas dire pour autant que pour ces élèves, le climat n'est pas un enjeu. Ça va toucher tout le monde, ça. Et même si ça ne va pas nous toucher nous, peut-être, ça va toucher nos enfants, petits-enfants, et ainsi de suite. Et il faut changer quoi, alors, là, à ce niveau-là? La consommation des produits qui polluateurs, quoi. Des plastiques, comment ça s'appelle, des lumières, des avions, tout ça qui vont... voilà. Il faut consommer autrement. Oui. Moins de pollution. Il faudrait que les entreprises aussi qui sont coupables de ce genre de choses soient mieux structurées par rapport à ça. Par rapport au fait qu'ils dégagent aussi des déchets, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, qu'ils soient plus sanctionnés, on va dire, pour être plus motivés, entre guillemets, à arrêter de faire ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce que c'est, petite question simple en fait, est-ce que c'est chacun qui doit changer dans son coin, ou est-ce que c'est la société, par les lois, par des règles, des décisions politiques, que ça doit changer sur le climat? Moi, je pense que c'est par des lois, parce qu'on essaye tous, je pense, tous les jours de changer notre manière de moins consommer, mais ça change rien du tout. Tout le monde n'est pas pareil, en fait. Tout le monde n'est pas pareil. C'est mieux que la loi, elle fait des lois, comme ça tout le monde respecte. Si on est obligé, tout le monde le fait. Voilà. Et si on a une loi demain, par exemple, qui dit vous arrêtez de prendre l'avion, ou en tout cas vous pouvez plus le prendre que 3 fois dans votre vie, l'avion pour partir en vacances. Vous pouvez plus utiliser la voiture que quand c'est vraiment absolument nécessaire. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous en penseriez? Moi, personnellement, ça change rien à ma vie. Parce que tu prends pas l'avion? Non, je prends pas l'avion et j'ai pas de voiture. Ce constat était largement partagé dans la classe, où l'on avait déjà parfaitement intégré aussi le grand dilemme de société derrière ces mesures à prendre pour préserver l'environnement. En vrai, c'est bien pour la pollution, mais c'est pas bien pour l'économie. Pour l'économie, c'est pas bon, parce que si on dépense pas, les États ou les entreprises gagnent moins. Et tout ce qui est avion, voiture, c'est plus les gens qui ont les moyens qui vont plus les utiliser. Perplexité devant les grands dilemmes, une forme de fatalisme aussi, qui transparaît clairement au moment du vote. Alors allez-y, levez-vous, mettez-vous ici, c'est côté oui, et les autres, c'est côté non. En tout cas, s'il y en a, côté non. Allez-y. Avec un résultat très clair et différent des autres écoles, ici, une très large majorité d'élèves anderlechtois estiment que non, le changement n'est pas vraiment possible. Le train est déjà lancé et ils estiment n'avoir aucune chance, ou quasi, de le faire tourner. Voilà. Vous avez donc fait connaissance, comme nous, avec chacune des 3 classes auxquelles on avait fixé rendez-vous en ce vendredi 28 avril
dernier jour avant les vacances, au théâtre de la Montagne Magique à Bruxelles. Ils étaient une bonne cinquantaine à se presser sur les banquettes rouges d'une salle mansardée tout en haut du théâtre pour une journée spéciale mêlant spectacle, atelier d'expression, débat et intelligence collective. Alors, ce cadre qu'on a mis en place pour vous, qu'on a imaginé pour vous, et puis c'est aussi un petit peu le pari qu'on se donne avec Arnaud, c'est de vous proposer un espace d'égalité, ici, là, maintenant. Un espace où vous avez chacun et chacune votre place. Alors vous venez de milieux différents, vous venez de villes, de quartiers, de cultures, d'enseignements différents, mais pourtant ici, vous êtes tous égaux. Et ça nous tient vraiment à cœur de vous dire ça, parce que votre parole, à chacun et chacune, elle est importante aujourd'hui. Alors on le sait, il y a certains qui s'expriment plus facilement que d'autres, certains qui sont plus à l'aise pour donner leur avis, d'autres qui sont plus réservés, plus timides. Mais aujourd'hui, on a vraiment envie de venir vous chercher, chacun et chacune, dans votre avis. Parce que votre avis, en fait, il vient de votre expérience de vie, et elle est unique. Et elle va pouvoir enrichir également les autres. Donc je vous invite à vous lancer dans cette journée avec confiance en vous déjà, confiance en les autres, et puis également dans un esprit d'ouverture, de curiosité, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Et on a hâte d'entendre ce qui va ressortir collectivement de toute cette journée. Je peux dire pas grand-chose en plus de ce que tu vas nous dire, Virginie. Je vais surtout vous présenter Jonathan, qui est ici avec nous. Alors, ce qui est là au-dessus de moi, là, hein, c'est un micro. Ça n'y ressemble pas, mais c'est comme si c'était une grande oreille, ok, qui va écouter toute cette journée, essayer de l'oublier un peu. C'est vrai que c'est difficile à oublier parce que c'est un peu encombrant. Mais en même temps, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir écouter bien au-delà de cette salle ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Ça va ? Allez, alors. Je vous présente Christelle Delbrouck, Philippe Rass et Gilles Delvaux. Voilà, et je vous laisse la scène. Merci Virginie, merci Arnaud. Beaucoup. Bon, vous avez nos trois... Et pour briser la glace, décapsuler les imaginaires et rire ensemble, la journée commençait par un spectacle d'improvisation théâtrale. 3 comédiens sur scène qui avaient au préalable écouté les échanges enregistrés dans les classes pour s'en nourrir. Et ce que vous allez voir pendant la petite heure qui va suivre, c'est un spectacle d'improvisation théâtrale, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qu'on va jouer. On va le découvrir en même temps que vous. Est-ce que certaines ont déjà vu Durant un peu moins d'une heure, ça part un peu dans tous les sens. Les zygomatiques font de la muscu et l'avenir, un peu déjanté, est souvent convoqué par les comédiens. C'est parti, tous ensemble. 3, 2, 1, impro. C'est interdit de tousser. C'est votre 3e toux de la journée. Qu'est-ce que je t'avais dit? Veuillez prendre votre pilule dans le tiroir. Une bombe va atterrir dans un périmètre de 400 mètres dans 7 minutes. Vous pouvez me dire la taille de la bombe? Ça dépend où on doit aller, du coup. 50 cm. 50 cm à 400 mètres, on est... Non? Si. Mais sauf qu'on ne peut pas sortir, moi je sais pas respirer à l'extérieur. Oui, je sais. On nous a enlevé les masques. Oui. Ils nous ont tout pris. Mais oui, on avait fauté. C'est parce qu'on n'a pas payé les factures. C'est sûr, mais comment veux-tu? Moi je peux plus travailler. Solde de vos factures du mois dernier, moins 348 €. Oui, oui. Moins 600 €, moins 53 €. Merci Gaz, Boris. électricité. Merci Boris. Je me tais. Ouais, vaut mieux. Écoute, il faut qu'on aille chercher les enfants. Si on arrive à éviter les mitrailleuses et les fils électriques, je pense qu'on pourrait arriver à les chercher. Oui, si on y arrive, c'est une meurtre. Chance de survie 15%. Michel, 3%. Un spectacle nourri et rythmé par les mots des élèves eux-mêmes, puisque chacun avait dû répondre à une petite question sur un papier déposé dans une vasque. La question, c'était « Où et comment vous voyez-vous dans 10 ans ?» Petit florilège des réponses. Je vais devenir Andrew Tate. Je ne sais pas qui c'est. Dans 10 ans, je serai près de ma famille.
On en a eu quelques-uns déjà tout à l'heure. Diplômé. Diplômé, il y en a aussi quelques-uns. J'aurai une GT3 RS avec une belle maison et une famille. La société n'aura absolument pas changé car on ne se fait pas écouter. Alors ici, j'ai un optimiste qui nous dit que dans 10 ans, la Lune entrera en collision avec la Terre. Qui sera en collision avec... Bah oui, ce sera plus facile vu qu'elle sera en collision. De quoi rire, une bonne fois tous ensemble et dans une même salle pour ces 3 classes qui ne s'étaient jamais rencontrées avant ce matin-là. Mais pour que la rencontre s'opère vraiment, la suite de la journée s'organise en plus petits comités. Nous avons réparti les élèves en 5 groupes d'une dizaine de jeunes à chaque fois, en veillant bien entendu à y mélanger les classes. Et ce qu'il leur est proposé pour 1h30 en cette fin de matinée, c'est un atelier d'expression. Alors, chacun va prendre une chaise ici et puis on va les mettre là, juste au bord du plateau. Ce sera parfait. Pour ceux et celles qui sont en compagnie de Christelle Delbrouck, c'est un petit atelier d'initiation à l'improvisation théâtrale. Alors, l'outil, l'improvisation théâtrale, comme vous avez vu ce matin, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise à plein de moments, avec des gens radicalement différents. Et pour que ça fonctionne, il y a plusieurs choses. Il y a, premièrement, être disponible, mais ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et surtout aussi, la règle de base, il faut un respect mutuel total. Pour se frotter aux premières bases du théâtre improvisé, les élèves essayent par exemple de construire ensemble des histoires, chacun devant dire à son tour une phrase pour faire avancer l'intrigue. Ok, alors, votre point de départ, ça va être une histoire qui se passe dans une ruelle sombre, juste à côté d'un conteneur à poubelle. Voilà. En rentrant vers la maison, je suis passé dans cette ruelle sur les coups de 22 heures et je suis tombé sur un corps. En regardant le corps de plus près, j'entends 3 personnes au loin me crier. « Hey, qu'est-ce que tu regardes? Recule, t'as rien à faire là. » Mon premier réflexe a été de me retourner et de me défendre. Par chance, une vieille madame passait par là et a décidé de m'aider. Elle m'a aidé, mais elle s'est fait poignarder aussi. Après être tombé dans le coma, quand je me suis réveillé, j'étais soigné et en bonne santé. Je crois qu'elle est morte. Et la grand-mère est décédée. Et je n'entendais plus jamais parler de cette pauvre vieille. Ok, super, c'est pas mal du tout, c'est pas mal. C'est bien, il y a 2-3 trucs où à un moment donné... Dans d'autres salles, d'autres ateliers, et notamment autour de Virginie, un atelier d'écriture. Et alors vous allez voir, dans cet atelier, on va faire vraiment de l'écriture spontanée. Il va y avoir très peu de délai de réflexion. Donc vraiment, essayez d'être opportuniste sur les idées qui vous viennent. S'il y a le moindre petite chose qui arrive, hop, vous le saisissez et allez-y. Ne vous jugez pas là-dedans. C'est vraiment, on écrit ce qui vient. L'un des exercices proposés était par exemple d'écrire à quoi ressemblerait le monde en 2100 et d'écrire aussi ce qu'on n'est pas prêt de voir en 2100. En 2100, il y aura un monde de surpopulation qui aura des voitures sans bruit. Il y aura la guerre, surtout à cause des abus de pouvoir. Il y aura une crise économique car la demande va exploser et l'offre ne va pas suivre. Bref, il n'y aura plus de monde. Ça met bonne humeur. Alors, au niveau de mes prédictions, j'ai les robots qui remplacent beaucoup de travail, les voitures et les trains qui volent, les appels en hologramme, les empreintes digitales qui remplacent les serrures et les clés. Et au niveau de ce qu'on n'est pas prêt de voir, la fin de la surconsommation et le respect de toutes les cultures différentes. En 2100, ce qu'on pourrait voir, c'est l'évolution de l'intelligence artificielle, un peu plus de découvertes sur les fonds marins, toujours la conquête spatiale et différentes guerres. Et ce qu'on n'est pas prêt de voir, c'est la remise en question de mon frère quand il a tort, la fin de la cruauté et la fin de la bêtise humaine. L'une des participantes imagine même qu'en 2100, on mette en œuvre des consignes qui auraient été laissées par la défunte reine d'Angleterre. La reine Elisabeth II a laissé une enveloppe, une lettre, et dans cette lettre, j'imagine qu'il y aurait en fait tout un nouveau système pour notre société, que
la reine aurait fait en sorte que le monde entier aurait tous des points attribués à eux, qui pourraient le dépenser pour manger, jouer, sortir, faire ce qu'ils veulent. Mais pour en gagner, ils devront du coup travailler, faire du bien autour d'eux. Et il y aurait un système de classement qui, en fonction de le fait qu'on fait du bien autour de nous et tout, on monte dans le classement. Et en fonction de si on est plus haut ou plus bas, on aurait des privilèges et on aurait plus de facilité. Amusant de noter que cette dernière prédiction existe pratiquement déjà en Chine avec le système du crédit social, une forme de contrôlocratie favorisée par les algorithmes et l'intelligence artificielle. Il est déjà 12h15 dans notre longue journée et pendant que les élèves sortent manger, j'en profite pour déjà noter quelques impressions de la journée dans mon petit carnet. Déjà, tout le monde joue le jeu. Malgré le côté déstabilisant de devoir s'exprimer devant d'autres, et notamment d'autres que l'on ne connaît pas, dans tous les ateliers d'expression orale ou écrite, chacun, chacune, même parmi les plus réservés, se jette à l'eau. Deuxième constat, tiré des petits mots écrits dans la vasque des improvisateurs, mais aussi tiré des ateliers d'écriture, les représentations du futur sont à la fois très technologiques, voitures volantes, intelligence artificielle ultra développée, voyage dans l'espace, mais souvent aussi très sombres, guerre, famine, pollution, planète invivable. Et puis troisième constat, l'enjeu de la réussite sociale, matérialisé pour certaines et certains par le fait d'avoir une grosse voiture, par exemple, l'espoir d'être riche demain, tout cela revient souvent dans les mots, dans les projections d'un futur rêvé. Curieux de voir du coup comment tout ça va se rencontrer et peut-être s'entrechoquer lors des ateliers d'intelligence collective qui commencent en ce début d'après-midi. Alors, pour l'atelier cet après-midi, donc, ce qui est important pour moi, c'est... je propose toujours un cadre, mais donc l'idée c'est, vous êtes chacun là avec qui vous êtes, avec vos besoins, vos contributions à l'heure et demie d'atelier qu'on a maintenant, et vos paroles. Alors j'insiste sur les paroles pour qu'on peut tout dire, on peut ne pas être d'accord. C'est juste important de veiller à ce que les choses qu'on dit ne soient pas blessantes pour les autres. Voilà, on peut ne pas être d'accord, vraiment c'est pas un problème, d'où le respect des opinions, le respect des avis divergents. On peut vraiment ne pas être d'accord, le but c'est pas... on en a parlé ce matin, d'avoir un débat où on doit convaincre l'autre qu'on a raison. Ici, moi, je vous invite plutôt à être à l'écoute et j'ai mis curiosité, donc à l'écoute et s'intéresser à ce qui fait que vous n'êtes pas d'accord. Et donc à essayer de comprendre éventuellement les différences de point de vue. Impossible, évidemment, de vous résumer tout ce qui s'est débattu dans chacun des 5 ateliers. Alors je vous propose d'entendre plutôt quelques fragments de débats dans 2 ateliers en particulier, et notamment celui qui portait sur le réchauffement climatique. Les jeunes ont essayé d'imaginer des solutions pour une consommation plus respectueuse des limites de notre planète. Et dans ce débat a notamment surgi cette idée qui concerne nos smartphones. Moi je dirais qu'on ait tous le même téléphone, comme ça, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Sans avoir iPhone 14, l'année prochaine l'iPhone 16 qui sort, tout ça. On a tous le même téléphone, tous la même fonction. Tout simplement, comme ça, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de « Ah, moi je vais acheter le 16 l'année prochaine, toi tu es sur le 14 ». Tout simplement. Ça réduit le conflit, il y a la jalousie. Mais justement, ce truc de compétition, il y a personne qui va vouloir l'accepter. Peut-être que c'est logique de l'accepter, parce que c'est mieux, ça améliore les choses, mais il n'y a personne qui va vouloir l'accepter, parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront être au-dessus des autres, parce qu'ils ont plus d'argent, par exemple. Compétition, parce que tout le monde a le même... Il y a la compétition, mais s'il y a quelqu'un qui vient, il te dit ah ouais mec, moi j'ai l'iPhone 16, toi t'es pauvre, je sais pas moi, t'as l'iPhone 6. Voilà. Ça, il y aura pas ce genre de situation. C'est imposé par l'État. Mais si tu l'imposes, ils pourront rien dire, ils pourront rien faire. Mec, ils vont faire des grèves, ils vont faire... Étonnamment, le débat ne tourne pas tant autour du bien fondé d'une telle mesure, mais plutôt sur son acceptabilité, sur la possibilité de la mettre en œuvre dans nos sociétés en démocratie. Sauf que si maintenant, comme vous avez dit, si on dit ok, on arrête de produire des iPhones et on a tous un téléphone, enfin c'est un exemple, il y a plein de choses, mais ou bien qu'on dit ok, on interdit la voiture, là les gens vont juste se plaindre et vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des manifestations qui vont reprocher au gouvernement d'avoir interdit la voiture en ville, parce que c'est logique, c'est des mesures qui sont tellement
qui paraissent disproportionnées, mais c'est les seules mesures utiles. Ce serait dire, ok, on interdit de prendre l'avion. Oui, bien sûr, il y aura toujours des gens qui voudront jamais rien, de toute façon. Si on veut que ça marche, ils veulent que ça marche, mais après... C'est disproportionné, que personne ne voudra prendre. Personne ne veut renoncer à son iPhone 14 pour un 3310. C'est pour ça que... J'ai pas dit 3310 après, moi j'ai pas dit 3310. J'ai dit un téléphone qui a la même utilité maintenant, mais juste que... Je voyais juste Gabriel qui demandait la parole. Moi, je dirais d'utiliser justement ce concept de course ou de comparaison entre les choses pour justement l'utiliser à notre avantage. Il faudrait que ce qui devienne stylé, entre guillemets, c'est pas d'avoir le dernier iPhone avec un écran LED, ce qui devienne, enfin je sais pas comment dire ça, mais un peu cool, c'est que la voiture que t'as ou le téléphone que t'as, il est respectueux de l'environnement. Ouais, c'est ce qui commence déjà. Enfin, maintenant, les gens qui mangent bio, qui font leur petit potager. Ceux et celles qui suivent régulièrement ce podcast souriront sans doute d'entendre ainsi dans la bouche de ces jeunes de 17-18 ans les mêmes constats, les mêmes réflexions, parfois dans des mots différents, mais quand même les mêmes clivages que ceux qui émaillent depuis le tout début cette série du tournant. Dans l'atelier que j'ai moi-même eu la chance d'animer et qui traitait surtout des inégalités de revenus, le débat a beaucoup tourné sur la reproduction sociale, le fait que souvent, dans la société, les enfants occupent une position sociale similaire à celle de leurs parents et qu'il est difficile de bouger d'une classe sociale à l'autre. Et c'était très intéressant d'assister aux échanges entre des élèves qui viennent justement de milieux différents, d'écoles différentes, et qui, déjà à leur âge, et même au cours de leur scolarité obligatoire, censée être égalitaire, font l'expérience des inégalités dans le très concret, par exemple, de l'organisation des cours. Il y a beaucoup de manque de professeurs et du coup, vous venez à l'école comme ça et il n'y a pas de professeur, on vous dit de rentrer à la maison, soit vous restez là 2 heures à rien faire, à jouer, tout ça. Ça arrive souvent, ça ? Dans notre école, oui. Ouais. Et vous, dans votre école, par exemple, ça arrive souvent ? De temps en temps. Non, chez nous, c'est pas un manque de professeurs, c'est plus que de temps en temps, il y a un professeur qui vient pas. Mais nous, notre école, elle est à Uccle, c'est tout à fait différent, j'imagine. Donc, quelque part, dans ce que vous dites là, il y a déjà quand même des inégalités dans la façon dont fonctionnent même les écoles, indépendamment, c'est ce que vous semblez dire. Bon, qu'est-ce qu'on met dans nos possibilités de solution ? S'il y a une école imaginons une commune riche où il n'y a pas de manque de professeurs, une autre où il y en a, il faudrait théoriquement que les profs soient partagés et qu'il y ait un peu de manque de profs dans 2 écoles plutôt que beaucoup de manque de profs dans une école et tous les profs dans l'autre. Mais après, c'est les profs qui décident d'aller dans une école plutôt qu'une autre. C'est pas la société qui va dire « Ah non, tu vas pas dans cette école, tu vas dans celle-là ». Je pense pas que... voilà. C'est vrai que je viens d'y penser, mais en Belgique, on a plusieurs systèmes d'éducation, enfin, systèmes privés, semi-privés, publics, et aussi confessionnels, non confessionnels, trucs comme ça. Et je pense que ça fait beaucoup de systèmes différents dans un petit pays. Et je me demande si le fait d'homogénéiser tout ça sur un même système pour toutes les écoles, ça pourrait peut-être pas changer. Ouais. Et il dit qu'il faudrait homogénéiser toutes les écoles, par exemple pour qu'elles soient publiques. L'État ne peut pas donner de l'argent à toutes les écoles pour que toutes les écoles soient publiques. Forcément, en 1h30 d'atelier, difficile d'aller très très loin dans les propositions de solutions. Certains élèves le faisaient remarquer d'ailleurs, ils estimaient manquer d'informations sur certains sujets pour vraiment amener des solutions crédibles. Néanmoins, au moment de la mise en commun, quand tous les groupes se retrouvent pour échanger leurs conclusions, il y a quand même quelques fils conducteurs communs. L'idée, d'abord, de ne pas être sur des rails ou dans un moule prédéterminé. Pour les jeunes qui étaient avec nous, à la Montagne Magique, ça commence par un travail sur l'école. Oui, du coup, plus de stages, des cours plus variés. Et ne pas imposer une méthode. Donc s'il y en a certains qui veulent plus de pratique, ils ont plus de pratique, et si d'autres veulent plus de... Ce qui marche théorique, pour eux, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'il n'y a pas une seule méthode et que chaque petit truc, tips qu'ils peuvent trouver peut leur aider et leur faire avancer. Sans devoir l'imposer à l'autre. Voilà, une certaine autonomie. Donc l'idée qu'on soit un peu plus acteur chacun de sa formation, qu'il n'y ait pas le même chemin tracé pour tout le monde, mais que ce soit plus adapté aux besoins, aux envies de chacun. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, très bien. Sur la question climatique, est revenue de nombreuses fois l'idée d'un État régulateur plus fort,
mais un État qui mise aussi sur la prévention et l'éducation. Venir dans les écoles pour, dès le plus jeune âge chez les enfants, pour leur faire comprendre et les habituer en fait à faire des choses écologiques. L'idée, ambitieuse aussi, d'essayer de modifier progressivement nos échelles de valeurs. Il faut repenser à notre société actuelle qui est très basée sur... le plus valorisé, c'est d'avoir du profit, d'avoir de la richesse. Et du coup, on a réfléchi, on s'est dit que ce qui pourrait marcher, ce serait de repenser ce système-là pour que ce qui devienne valorisé, ce soit le respect de l'écologie et de l'environnement. Une nécessité de transformer notre façon de consommer, mais sans nier l'enjeu des inégalités revenues à de nombreuses reprises dans les conclusions. Effectivement, si on peut faire des choses, on peut avancer, on peut consommer plus bio, plus local et tout ça. Malheureusement, évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des choses qui sont plus chères. Ça aussi, c'est un problème qui est majeur dans notre société. Du coup, les inégalités, ça peut encore causer d'autres inégalités, même en trouvant d'autres solutions, alors c'est un réel problème. Régulièrement cité aussi par les jeunes présents, l'idée qu'il faut faire évoluer les mentalités dans une série de domaines, notamment en favorisant les rencontres. En fait, s'ouvrir aux autres, ça nous permettra de comprendre la mentalité de chacun et les points de vue des autres, et ainsi on aura une intelligence collective. L'un des groupes a travaillé aussi sur les réseaux sociaux et sur leurs conséquences en matière de relations humaines. Et il était intéressant de constater, on l'avait d'ailleurs déjà remarqué dans un épisode précédent, que beaucoup de jeunes ont un regard assez critique en fait sur ces réseaux sociaux et sur ce que ça induit dans leurs relations. Nous, on a une vision un peu idéaliste de la chose et on a pensé à des solutions qui vont privilégier les relations humaines. Du coup, on a écrit des mots-clés, donc on a parlé de respect, de la jeunesse, de l'avenir, de danser, de s'ouvrir, manger, s'aimer, la musique, rigoler, les films. Et en fait, on veut juste dire qu'il y a plein de trucs sympas à la place du numérique. D'ailleurs, le groupe qui s'est penché là-dessus convergeait sur l'idée qu'à un moment donné, il fallait imposer une limite d'âge. Pour éviter une communauté de très jeunes utilisateurs, il faut pouvoir mettre une réelle limite d'âge qui est 16 ans, qu'on ne sait pas détourner, parce qu'actuellement, je pense que tout le monde a vu, c'est cette fameuse case qui dit « oui, j'ai plus de 16 ans », mais c'est complètement absurde, parce que tout le monde va cocher ça, alors que tout le monde sait détourner ça, et on trouve qu'on devrait mettre plus en place plus de règles et que ce soit plus strict, parce que quand on est jeune, on est beaucoup plus vulnérable à l'harcèlement, à la violence et à l'impact des réseaux sociaux, parce que nous n'avons pas encore notre identité, nous ne sommes pas construits. Et donc, on s'est dit que 16, c'est là qu'on commence à développer des opinions et à développer ce qu'on pense, en fait, et ce qu'on est. Et donc, nous, on s'est concerté que ça devrait être au moins 16 ans. D'autres, dans le groupe, parlaient plutôt de 12 ans, mais tous convergeaient, en tout cas, à réclamer une vraie limite d'âge, en dessous de laquelle les jeunes ne pourraient réellement pas accéder aux réseaux sociaux. Une suggestion qui mériterait bien, à elle seule, tout un débat, elle aussi. Mais voilà, là, on était au bout de la journée. Je voulais vraiment vous remercier, chacun et chacune d'entre vous, pour cette journée qu'on a passée ensemble. Vous avez beaucoup parlé de relations humaines, en fait, dans tous vos retours. Et c'est ce que je vais garder de cette journée. Il y a eu de vraies rencontres, de vrais échanges. Et moi, j'emporte ça avec moi ce soir et pour tous les mois à venir. Voilà. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Avant de laisser filer tout le monde, j'en profite vite pour faire un petit débriefing avec les médiateurs qui ont animé les ateliers en intelligence collective. Ils s'appellent Wivine, Patrice, François, Kim et Hakim. Et voilà ce que chacun retient de l'expérience. Moi, ce qui m'a frappé et plu, c'est vraiment cette mise en dialogue de gens de milieux très différents. Je trouve que ça fait la richesse de l'intelligence collective, c'est la diversité. Et alors, moi, ce qui m'a aussi, par contre, frappé, c'est à quel point ils sont conscients de ce dans quoi ils sont pris et qu'ils demandent un peu de l'aide pour se sortir de ça aussi, par rapport aux réseaux sociaux particulièrement. Pour rebondir sur ce que disait Wivine, je trouve que l'avantage du dispositif, c'est qu'effectivement, sur 1h30, on ne peut pas aller au fond d'un problème, mais qu'en tout cas, ça donne le goût. Ça permet d'expérimenter une première fois, de rencontrer des gens différents, d'une autre école, d'un autre milieu, de se poser des questions, de se confronter à la vie de quelqu'un d'autre, de se dire « Tiens, mais pourquoi il n'a pas le même avis que moi ? Qu'est-ce qui fait que ?»
Et donc, très bonne mise en bouche. J'ai trouvé que c'était un excellent apéro qui donne envie de continuer, quoi. Je dirais la même chose. Ce qui est beau et impressionnant, c'est cette rencontre de personnes, des jeunes et des mots qui se mettent ensemble comme ça pour traiter des maux qui gangrènent notre société actuelle et donner ce temps-là et cette parole à ces jeunes-là qui sont quand même le fer de lance du monde. Hein. Vraiment, c'est super. J'ai adoré la notion de fluidité. J'ai trouvé que il y avait quelque chose d'une fluidité, en tout cas dans les échanges. Et ce qui m'a bien touchée aussi, c'est la question il y avait une curiosité de l'autre et une bienveillance qui était installée d'emblée, comme ça. On a mis un petit cadre parce que moi je trouve que c'est toujours nécessaire de poser certains mots pour qu'ils soient mis, mais ça semblait tellement naturel en fait. Et ça c'était super beau à voir, ça me touche, ça me donne envie effectivement jolie mise en bouche comme disait Patrice, voilà. Et puis en fait il et elle sont au taquet quoi. Je suis revenu en arrière de quand j'avais 17 ans moi et je n'étais pas du tout au taquet comme ça à 17 ans, mais loin de là, quoi. Il me dit, ouais, mais attends, mais si ça se réchauffe et que l'eau monte, forcément, il y a des gens qui sont déplacés. Et du coup, si les gens sont... C'est cette chaîne de causes-conséquences, ils sont partis loin. Donc, très riche, très riche. Allez, voilà qui donne envie de remettre encore le couvert une prochaine fois. Moi aussi, ils m'ont épaté, ces jeunes. Ils ne se connaissaient pas, l'expérience n'était pas simple, il fallait se découvrir un peu, oser prendre la parole devant d'autres qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Ils l'ont pourtant fait avec beaucoup d'écoute, de respect, de créativité et d'enthousiasme. Alors promis, on remettra ça la saison prochaine. Merci aux enseignants qui ont emmené leur classe dans cette aventure, Isabelle Fauconnier de l'école de Crolly, Juliette Fontaine de l'Institut Saint-Joseph et Valérie Dutranois pour l'école Marius Renard. Un immense merci aussi à Jonathan Remy qui a baladé sa grande oreille tout au long de cette journée et qui nous a fignolé le montage qui vous a permis de vous immerger dans ce moment. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à l'écouter avec des plus jeunes et à nous faire des retours d'expérience là-dessus. On adore quand ce podcast sert à ouvrir des débats et notamment des débats intergénérationnels. Et puis si vous êtes enseignant et que vous voulez vous embarquer avec vos élèves dans cette aventure, n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'adresse suivante tournant@rtbf.be. Promis, on vous répondra même si ça prend parfois un peu de temps vu l'ampleur du courrier que l'on reçoit. Et puis je vous recommande aussi le podcast Zoomer de mes collègues Myriam Ball et Catherine Tonero qui donne lui chaque semaine la parole à la génération Z. Zoomer donc à découvrir sur Ovio. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine, fidèle au rendez-vous du tournant.